Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aborder le chapitre 2 qui s'intitule les méthodes d'analyse spectrométrique. Donc les méthodes d'analyse spectrométrique, il existe plusieurs. Donc vous avez l'UV visible, l'infrarouge, la photoluminescence, etc., etc. Donc je vais essayer de résumer ce chapitre sous forme de plusieurs parties afin de mieux comprendre beaucoup plus chaque partie et de bien s'inspirer. Pour la première partie, donc on va commencer par introduction aux méthodes spectrométriques. Donc on commence par une petite définition. C'est quoi les méthodes spectrométriques? Donc ce sont des techniques d'analyse quantitative, qualitative et structurale qui consistent à mesurer l'absorption d'une solution. Ces méthodes se basent sur l'interaction entre la lumière et la matière. Donc la spectroscopie en général, elle a des avantages qui nécessitent de petites quantités et certaines d'entre elles, elles sont non destructives et en général, elles sont toutes précises. Donc, comme récapitulatif, donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, la lumière est une onde électromagnétique constituée de corpuscules qu'on appelle les photons. Donc, chaque photon est porté comme un quantum d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'énergie est transportée par le photon et inversement proportionnelle à la longueur d'onde à laquelle il a été associé. Donc vous voyez ici, vous avez un état d'énergie à un niveau initial. Donc quand vous avez ce photon-là qu'on appelle un quantum d'énergie, donc il subit une interaction qu'on appelle l'absorption ou bien l'émission, tout dépend de ce que vous avez dans votre technique. Donc, on va passer à un état excité. Tout ça, c'est entre un atome ou bien une molécule ou bien une solution, tout dépend de ce que vous avez à analyser. Donc, il existe plusieurs domaines d'application de différentes techniques spectroscopiques telles que, donc, on a l'explication d'un grand phénomène, des grands phénomènes qui nous entourent. Par exemple, vous pouvez voir dans cette figure donc les couleurs de nos habits, la couleur du ciel. Il y a aussi l'arc-en-ciel, les astres, les éclairs. Aussi, on a dans les laboratoires donc identification des molécules, détermination des structures, mesure cinétique des réactions, détermination des mécanismes réactionnels et enfin le dosage. On a aussi un nouveau domaine très très important qui est apparu ces dernières années, c'est la recherche des traces des molécules comme la police scientifique ou bien les œuvres d'art. Aussi les analyses médicales qui sont courantes comme les RMN, la scintigraphie et la mammographie. Et sans oublier bien sûr les analyses conformationnelles en biologie. Donc maintenant, on va parler sur un point très très important en spectroscopie, c'est la dualité et onde corpusculaire. Donc on va commencer par la dualité de la lumière. Donc dans cette partie, on va essayer d'aborder les notions théoriques qui nous vont vraiment permettre de développer les différentes techniques spectrométriques. Donc le premier point important à aborder, c'est que la vitesse de la lumière qui est connue, c'est qui est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Donc on commence par la théorie ondulatoire du rayonnement électromagnétique, onde formée d'un champ électrique et d'un champ magnétique périodique en phase perpendiculaire entre eux et perpendiculaire à la direction de la propagation de l'onde. Donc tout ça est résumé dans le schéma d'une onde électromagnétique. Donc la nature de la radiation, elle est toujours caractérisée soit par la fréquence qui est mu, la longueur d'onde qui est lambda, et vous avez aussi les rayonnements porteurs d'une énergie E dont la valeur dépend de la fréquence. La deuxième partie, c'est la théorie corpusculaire du rayonnement électromagnétique. Donc ici, on a une propagation de l'onde bien décrite par la théorie ondulatoire, ce qui nous permet d'avoir une interaction du rayonnement avec la lumière, c'est-à-dire soit l'émission, l'absorption de la lumière, tout dépend de ce qu'on cherche. Donc on a la nature du corpusculaire qui nous permet d'avoir un rayonnement électromagnétique qui est tout à fait le flux de particules. Ce sont les photons ou bien les quantas se déplaçant à la vitesse de la lumière. Donc on va générer une certaine énergie d'un photon donné par l'équation de Bohr
qui est connu. E est égal à H fois mu, d'où H est la constante de Planck qui vaut 6,624 10 puissance moins 34 joules par seconde. Et mu, c'est la fréquence classique de l'onde. Maintenant, on va parler sur le point l'interaction rayonnement-matière. Donc ici, il existe différents processus d'interaction rayonnement-matière. En général, qu'est-ce qu'on a? On a un système matériel donné, donc un atome, une molécule, un ion, tout dépend de ce qu'on va avoir au départ. Donc il peut occuper un état discret, c'est-à-dire plusieurs états, 1, 2, 3, 4, etc. Et bien sûr, il va avoir une énergie bien déterminée qu'on appelle E1, E2, etc. Donc, dans certaines conditions, le système passe de I à J. Donc, si on a EJ est supérieur à EI, donc on est en absorbant. C'est le cas contraire, c'est-à-dire on va libérer. Donc, il faut toujours prendre en considération la valeur absolue entre EJ moins EI. Alors maintenant, on va parler sur le processus à la base des phénomènes spectroscopiques. Ici, on a regroupé tous les points importants du phénomène spectroscopique. Donc, il existe l'absorption, l'émission et la diffusion ainsi que la réflexion. Donc, vous pouvez voir dans cette image suivante le résumé de tout ce qui se passe lorsqu'on a le contact de la lumière incidente avec l'échantillon, ce qui nous génère soit de l'absorption, de la transmission, de la réflexion ou bien de la diffusion. Ici, donc on commence par l'absorption. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? Donc on a un système matériel soumis à l'action d'un fission de lumière. Un photon peut être absorbé. Donc vous êtes dans l'état EI. Donc vous avez un atome qu'on appelle un état bas. Donc il va se déplacer à un état haut qui est EG. Donc lorsque le photon touche votre échantillon, on aura l'absorption. Pour le cas de l'émission, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on a un système d'énergie EG peut émettre spontanément un photon pour descendre sur un niveau inférieur EI. Donc qu'est-ce que vous avez? Vous êtes dans le point EG, donc vous avez la boule en bleu, donc elle va redescendre sur le niveau EI. Donc ici, c'est l'émission spontanée, c'est-à-dire, mais le photon, il va avoir une direction quelconque. Alors, d'un point de vue plus précis, donc ici, on va voir la différence entre la réflexion et la diffusion. Donc, si vous regardez dans la partie 1, donc vous allez voir la réflexion. La réflexion, c'est-à-dire, c'est l'émission de la lumière et il y a aussi directement le faisceau lumineux arrivant sur un miroir est totalement réfléchi et il forme un angle de 90. Par contre, la diffusion, donc vous allez avoir un faisceau lumineux qui arrive sur une surface simple et claire diffuse dans toutes les directions. Comme vous voyez ici, vous avez plusieurs flèches dans toutes les directions. Comme dernier point pour cette partie, donc on va parler sur le spectre électromagnétique. C'est quoi un spectre électromagnétique? C'est un ensemble continu des ondes électromagnétiques connues, classées dans l'ordre de longueur d'onde, de leur fréquence et de leurs énergies. Donc, vous pouvez voir ici une image d'un spectre électromagnétique. Donc, d'un point de vue général, on va essayer de diviser ce spectre électromagnétique pour chaque partie selon la fréquence ou bien la longueur d'onde afin de voir vraiment quels sont les différents points importants. Alors, commençons par l'explication des différentes zones électromagnétiques. Donc, dans la première zone, qu'est-ce qu'on a? On a la spectroscopie des rayons gamma. C'est les rayons les plus radioactifs, c'est-à-dire ils sont très énergétiques, donc dangereux pour les cellules humaines parce qu'il y a la mutation des cellules. Et on a aussi l'interaction avec la matière, c'est-à-dire on va arriver jusqu'à la transformation à l'intérieur même des noyaux. Donc ces spectres des rayons gamma, ils sont toujours des caractéristiques de l'espèce nucléaire. La deuxième zone concerne les rayons X. Donc les rayons X sont produits lors des transitions électroniques de haute énergie aussi. Donc ils correspondent à des modifications dans l'état des électrons internes. Ici, on va avoir une analyse quantitative et qualitative de tous les éléments qu'on va détecter avec les rayons X. La troisième zone, c'est la spectroscopie dans l'UV et le visible. Donc en général, elles dépendent essentiellement de la structure électronique des couches externes.
Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a deux catégories importantes. La première, c'est la spectroscopie atomique qui regroupe les spectres d'émission atomique, d'émission ionique, d'absorption, etc. Donc, on a ici une utilisation pour analyse qualitative et quantitative des éléments. Par contre, la deuxième catégorie, donc, c'est la spectroscopie moléculaire. Donc, elle regroupe les spectres d'absorption UV visible et les spectres de fluorescence UV visible. Ici aussi, on étudie la qualitative et la quantitative de composés moléculaires. Donc, la quatrième zone, c'est la spectroscopie dans l'infrarouge. Donc, ici, on va avoir une modification dans l'état de rotation et de vibration des molécules afin d'avoir des informations importantes sur la structure des molécules. La cinquième zone, c'est la spectroscopie en micro-ondes. Ici, on va avoir la spectroscopie de rotation en micro-ondes, c'est-à-dire le mouvement de rotation des molécules qui va nous permettre d'avoir la géométrie des petites molécules. Donc la sixième zone qui est la spectroscopie en ondes radio. Donc ici on va avoir la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire qui est connue sous forme de RMN. Donc on va étudier les transitions entre niveaux énergétiques occupés par les spins de certains noyaux sous l'action d'un champ magnétique intense et il va nous donner une importante application dans le domaine de la détermination des structures en particulier. Alors, on va essayer de terminer cette petite partie par une petite remarque. Donc, cette remarque, elle va nous permettre d'avoir deux points importants dans les différentes zones du spectre électromagnétique. Le premier point, c'est les spectroscopies optiques. Elles sont toutes les spectroscopies qui mettent en œuvre des radiations rayons X, UV, visibles et infrarouges. Elles ont des caractéristiques dans le domaine optique, c'est-à-dire les transitions s'effectuent par le mécanisme dipolaire électrique. Le deuxième point important, c'est les spectroscopies hertziennes. Elles sont de différentes techniques utilisant les micro-ondes et les ondes radio. Donc, leur caractéristique, elle est dans le domaine hertzien, c'est-à-dire les transitions révèlent souvent d'une interaction dipolaire magnétique. Sur ce, je termine cette première partie. Donc, je vous dis à d'autres vidéos pour la suite du chapitre 2. À bientôt!